un seul produit peut faire toute la différence. En fait, la plupart des gens ne comprennent pas qu'on est à une seule offre de devenir millionnaire et d'atteindre tous nos objectifs. Une seule offre, tu vois. Alec, qu'est-ce qu'un jeune gars d'Avanches, fribourgeois, finir par bosser et vivre à Dubaï? Tu peux m'expliquer? C'est une excellente question. En plus, c'est drôle que tu me poses cette question. On en rigole des fois avec des amis qu'on a en commun. Je me la suis également posée et finalement, tu sais, c'est un petit peu, comment te dire, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire que j'ai pas établi un plan précis dans mon esprit. Je veux absolument monter des boîtes, aider des gens, faire de l'argent, faire ci, faire ça. Ça s'est fait tout naturellement au fur et à mesure. Où moi, mon leitmotiv au départ, quand j'étais encore, tu vois, je cite un truc concret. J'étais à Carbagaz, dans une usine qui est une filiale du groupe Air Liquide à Dondidier, à côté de Avanches. Mon Dieu, ouais. Tu vois, ouais. Quelques minutes de Payerne. Dans ma tête, je me disais, il faut que je trouve une solution, il faut que je sorte de ce système-là, je ne suis pas épanoui, je ne serai pas épanoui dans ça, je ne vais pas pouvoir avoir la vie que j'ai envie d'avoir. Et en fait... Mais t'avais quel âge là? Là, j'avais... c'était en 2016. 2016-2017, parce qu'en fait, décembre 2015, je retourne chez ma mère après avoir testé différentes expériences, etc. Enfin, je n'étais jamais vraiment parti, j'étais juste, voilà, ça faisait 2-3 mois que je me baladais et puis j'essayais de faire des trucs. Et là, je me dis, ok, j'arrête tous ces trucs, j'arrête le MLM, j'arrête tout ça, et je retourne du coup charbonner fort pour pouvoir me constituer un capital et à la dure. Donc quand je dis à la dure, c'est qu'avec ça qui comptait, tu vois. Donc j'avais pas un sou, j'avais coupé tous les réseaux sociaux, pas de copines, pas d'amis, pas de sorties, pas d'achat, pas de week-end, pas de vacances, pas de rien. Il y a que le travail qui comptait à ce moment-là, parce que j'avais un objectif, c'était capitaliser un maximum pour pouvoir créer ma SARL derrière, et puis du coup être libre. Mon objectif, c'est ça, être libre. Et puis au fur et à mesure du temps, lorsque j'arrive à créer ma SARL, je trouve mon premier client, donc je pose ma démission avant d'avoir mon premier client, tu vois, en mode vraiment, on brûle les bateaux, on sort de la zone de confort. Ça fait partie de toi, de ton caractère, de dire, si je prends des décisions qui sont certainement un peu trop extrêmes, mais putain, j'ai pas le choix après, je suis obligé d'assumer. T'as dit le mot extrême, je suis extrêmement extrême, tu vois, dans tout. C'est souvent un truc avec qui j'en rigole avec des proches, hein, mais je suis pas mesuré. Quel que soit le domaine, quelle que soit la discipline, pro, perso, peu importe. C'est noir ou blanc. C'est noir ou blanc. Soit je fais pas. J'aime pas faire pour faire. Donc le but, c'est vraiment qu'on fasse correctement. C'est d'ailleurs ce qui m'a valu de propulser à ce genre de résultats et ce genre de niveau et ce genre de visibilité en si peu de temps. C'est qu'il n'y avait pas d'autre choix possible. Et j'étais prêt à tout pour ça. Ouais, c'est intéressant. Et puis alors, pourquoi Dubaï? Dubaï, pourquoi? Donc moi j'étais en Suisse, ça se passait très bien en Suisse, c'est cool, mais la Suisse, tu sais, c'est plus lent, c'est un petit peu l'ancienne école. Tu vois, pour la petite anecdote, en 2017, quand je crée ma boîte, je devais, à la base, moi je m'habillais pas bien, je faisais 25 kilos de moins, j'avais des lunettes, j'avais des boutons sur la face, je savais pas m'exprimer, j'étais quelqu'un de timide, introverti. Et si tu veux, donc j'arrive à un moment donné, j'avais pas de barbe. Donc tu vois, je devais mettre du produit pour faire pousser ma barbe, me forcer à mettre des chemises, essayer de rendre ma voix un peu plus grave, m'exprimer différemment, etc., me comporter d'une façon plus âgée, parce que l'objection principale quand j'étais en Suisse et que je prospectais n'était pas ma capacité à générer des résultats, mes compétences ou autre, c'était mais qu'est-ce que tu veux, petit jeune, t'as quoi à m'apprendre? Ça, c'est intéressant ce que tu dis là. La perception de la jeunesse en Suisse, elle est pas la même qu'ici, quoi. C'est atroce. Je sais pas comment ça a évolué aujourd'hui, parce que c'était, tu vois, 2016, 2017 et autres, même 2018 encore, mais vraiment c'est abominable. Moi je vois, j'ai aidé des milliers de jeunes à se lancer, à avancer. Ils ont subi aussi ça et du coup ils ont dû faire les choses différemment, notamment grâce au digital, full online, etc. Mais heureusement qu'aujourd'hui les barrières à l'entrée sont différentes et que les cartes ont été redistribuées de cette façon-là pour justement encourager l'entrepreneuriat quand on est jeune. Parce que si j'avais pas eu cette présence d'esprit de moi-même changer mon comportement ou changer mon approche, j'aurais pas eu mes premiers résultats, j'aurais pas pu aller plus loin. À la suite de quoi, j'avais différents
différents conflits familiaux, puis aussi aspirations personnelles qui font que j'ai voulu déménager. Donc je suis passé de Avenches à Genève, puis ensuite de Genève à Londres, parce que le mindset anglophone était pour moi beaucoup plus stimulant. Ah, c'était vraiment une volonté où tu as dû suivre des projets? Volonté complète. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me retrouve avec mon associé, je vais le retrouver chez lui à Lille. Il faisait des études de médecine en parallèle des business. Et je lui dis, écoute, il faut qu'on déménage. Vas-y, on prend un appart ensemble. Donc lui, Jason, notre bras droit, et moi. Et on va à Londres. Enfin, on se dit d'abord où est-ce qu'on peut aller. Puis on se dit, bah tiens, on pourrait aller à Londres. Londres, c'est pas loin. Non, c'est pas cher non plus. C'est pas trop cher. Enfin, ça va. Enfin, quand même. Les logements sont quand même relativement chers, mais c'est moins cher que Dubaï pour beaucoup de choses. On va trouver un truc sympa, etc. On regarde un peu et là, on trouve une tour. Moi, j'étais allé une fois à Londres un week-end, c'est tout. Hein. On trouve une tour, Charrington Tower, je me souviendrai toujours, qui est pas loin de Canary Wharf, juste à côté, pas loin de la City, et vraiment très stylé, 3 chambres et tout, trop cool. On loue l'appart, on paye 1 an de loyer, on n'a jamais vu le truc, tu vois. Et on y va, on prend l'Eurostar, ensuite 1 semaine plus tard, donc ça a pris 1 semaine hein, tout ça, on prend l'Eurostar avec toutes nos valises, tous nos trucs, tous nos machins, on arrive là-bas, on prend le premier taxi qu'on voit et on roule pendant presque 1 heure, parce qu'il y avait eu des bouchons, on se dit mais putain, on n'est jamais à Londres, ça fait 1 heure qu'on roule, on passe par des quartiers un peu bizarres, parce que tu sors du coup de la ville pour aller justement vers Canary Wharf, et on se dit wow, dans quoi on est, puis finalement on a trouvé un truc génial, et je suis resté à Londres à peu près 2 ans. Mais t'as fait quoi alors? Vous avez fait quoi? Arrivé là-bas, bah, on arrive, il n'y avait aucun meuble, quasi rien. Il y avait juste une prise, nos ordinateurs, c'est ce qu'il nous fallait. On a fait camping la première semaine en commandant 2-3 trucs et on a bossé 18 heures par jour, tous les jours pendant 1 an et demi. Et c'était dingue, là, on n'a jamais été aussi productif, une croissance absolument dingue. C'était vraiment, vraiment génial. Et puis on était en coloc, pote, business, où on avait une seule aspiration, c'était se dépasser, progresser, grandir et réussir. Du coup, force est de constater que quand tout est orienté vers le progrès, bah, tu avances, même au niveau du sport. Tu vois, on avait la salle de sport dans la maison, la piscine dans la maison, on se faisait livrer nos repas, donc tu as les conditions optimales pour ça. Donc c'est là que j'ai commencé à découvrir ce genre de rythme de vie que je suis revenu chercher ici à Dubaï, et ensuite je suis retourné en Suisse quelques mois, pas parce que pour la Suisse ou autre, mais pour une femme en fait, mon ex. Et du coup je suis venu quelques mois, c'était cool, mais je me sentais pas bien. C'était trop lent, c'était trop mou, c'était trop tout ça. Du coup, je suis retourné à Londres, j'ai arrêté la relation également, j'ai dû choisir entre mon rythme de vie que je voulais faire et puis ça. Donc je suis retourné à Londres, j'ai pris un autre appart, cette fois seul, pendant environ 1 an. Et pendant cette année-là, j'ai eu l'opportunité de venir ici à Dubaï. C'était pas la première fois que je venais, c'était 3, 4, 5e fois que je venais pour des séminaires ici. Mais là, je suis venu plus longtemps, 1 mois, chez un ami qui m'a prêté son appart. Et je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux littéralement de la ville, de l'endroit, du climat, du mindset, du service, de tout, de A à Z. Et en fait, je me suis dit, c'est Londres, en qualité de vie supérieure, moins cher, plus ouvert d'esprit, beaucoup plus stimulant d'un point de vue business, et avec le soleil. Parce que j'habitais au 56e... ça, c'est une grande différence avec Londres. Mais oui, c'est ça. Toi, j'habitais au 56e étage d'une tour à Londres. Je me réveillais, il y avait le smog. L'après-midi, il y avait un rayon de soleil éventuellement, et le soir, il y avait la brume. Et c'est pas agréable. Et là-bas, tu faisais, pour les gens qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu faisais comme activité? On bossait jour et nuit, mais vous faisiez quoi? Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on faisait? On a démarré en 2017 avec une agence de marketing digital basée en Suisse, à Lausanne dans un premier temps, puis ensuite à Genève, où on a aidé beaucoup de clients B2B physiques, comme des salles de sport, des assurances, des aquabiking, des dentistes, des choses comme ça, avoir plus de visibilité, plus de leads, plus de deal flow, plus de chiffre d'affaires. Là, on était rémunéré à la presta et de temps en temps aussi aux variables sur résultats. Ensuite, du coup, on s'est dit c'est chouette, mais il n'y a pas assez d'effet de levier. On veut aider des gens qui vendent en ligne. Sauf que le e-commerce, c'était bien, mais ce n'est pas notre expertise. Du coup, on a voulu aider des gens qui vendent de la prestation de services en ligne ou des formations en ligne ou des coachings en ligne, où là, tu as des effets de levier de dingue. Donc, on l'a fait. On a vu que c'était extrêmement rentable et profitable. Tout de suite, on a fait plusieurs dizaines de milliers... Donc, vendre les formations d'autres personnes. Exactement. Plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois, plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois. Je parle en euros car la clientèle était en euros. Ça a explosé. Ensuite, on l'a fait pour nous. J'ai lancé leconsultant.fr en septembre 2018. Ça a été le premier mouvement entrepreneurial francophone pour aider les coachs, consultants, prestataires de services à développer leur affaire. Donc, on a aidé des milliers de personnes à le faire, donc des milliers de clients payants.
à le faire. À la suite de quoi, j'ai eu des opportunités d'entrer au capital parce que je vendais ensuite du coaching moi aussi. Ça se passait très bien, coaching, consulting. Ouais. Et à la fin de la mission, ils disaient comment on fait pour rester ensemble, continuer à travailler ensemble. Donc j'ai vendu ça. Et du coup, j'ai pu rentrer au capital d'une boîte dans l'immobilier, une agence immobilière clé en main. J'ai créé un cabinet d'expertise comptable pour les entrepreneurs. Je suis rentré au capital d'autres boîtes de consulting, de plusieurs agences marketing spécialisées dans certains domaines. On a créé une boîte de production vidéo photo également entre Londres, la Suisse, la France, Dubaï et Bali, et différents petits business comme ça où on était en equity directement, donc uniquement payé au pourcentage à la performance sans entrer au capital directement. Et vient décembre 2019 où après du coup avoir fait tout ça, c'est-à-dire aider beaucoup de gens, développer ma visibilité sur les réseaux, fait des séminaires devant 500, 1000, 2000, 3000 personnes, écrit un livre qui s'est super bien passé, etc. Après tout ça, je me dis c'est cool d'aider les consultants, coachs, prestats de services, mais moi ce que j'aime, c'est les entrepreneurs. Ouais. Et du coup, on se dit ok, il faut qu'on ait un positionnement qui parle à tous les entrepreneurs désormais. Donc on rentre dans une épopée folle de négociation avec un mec qui avait un nom de domaine fou depuis 23 ans, qui est entrepreneurs.com. Ouais. Et après 4 mois de négociation, on a le nom de domaine à 100%, on arrive à l'avoir à un prix raisonnable, on va dire, important mais raisonnable, et du coup on le lance. Et depuis du coup avril 2020, on opère entrepreneurs.com au quotidien avec les équipes pour aider les entrepreneurs de tout type, de tout âge, de tout horizon, de tout milieu social, débutants, intermédiaires comme avancés. Comment tu attires tes clients ? Alors, de plusieurs façons. La première, ma visibilité personnelle sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn, sur tous ces réseaux sociaux. J'ai aussi récemment créé un podcast, ça crée beaucoup de visibilité. Tu sais de quoi on parle. D'ailleurs, super épisode qu'on a fait ensemble. Allez écouter l'épisode qu'on a fait tous les deux, qui était vraiment génial. J'ai eu super bon retour, etc. Et également de la publicité. On a dépensé des millions d'euros en publicité. Facebook, Instagram, YouTube, Google, maintenant beaucoup aussi Snapchat, TikTok, et on mettait en place différents systèmes au travers de ces publicités, que ce soit de la VSL, donc de la vidéo statique où tu vas réciter un script, mener vers une action définie, exemple achète ce produit ou réserve un appel avec mon équipe de sales, des webinaires également, donc des conférences en ligne live ou enregistrées pour ensuite les convertir vers une action donnée, des e-books, même on a créé un film interactif, un petit peu comme Black Mirror sur Netflix, où tu dois choisir les scénarios. On a créé ça qui permettait de streamer la data en automatique et du coup de s'adresser spécifiquement et différemment à chaque avatar. Si tu as un business, le film était différent que si tu n'en as pas. Si tu génères 5 000 par mois plutôt que 500 000 par mois, le film est différent à chaque fois, etc. C'est la problématique, c'est trouver des clients plutôt que avoir de la visibilité, c'est différent également. Mais la question, c'est que parce que tu vis un succès important, et félicitations pour ça, mais quand on regarde au marché, je voudrais avoir ta vision là-dessus, il y a tellement de promesses. Il y a tellement d'infopreneurs, il y a tellement de personnes qui se mettent en avant, il faut le dire, en disant j'ai la solution, avec moi ça va bien se passer, etc. Et au bout d'un moment, l'offre et la demande est disproportionnée, selon moi. Alors la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui, pour réussir en tant que coach, consultant, etc., c'est une stratégie d'utiliser le bon outil, là tu en as décrit plusieurs, est-ce que au-delà des outils, c'est important d'avoir une sorte de ligne éditoriale avec une vision claire de comment tu aides les gens. Est-ce que le marché n'est pas envahi par des gens qui maîtrisent une petite partie de soutenir les entrepreneurs, par exemple, et qui, par la maîtrise d'outils, arrivent à générer du business sans avoir une vision générale? Est-ce que tu me suis? Parce que je suis pas forcément très clair. Non, c'est très clair, c'est très clair. Et tu as tout à fait raison. Je vais casser un mythe pour tous ceux qui nous écoutent. Aucun outil ne fera votre business. Ce qui fera votre business, c'est 3 choses. C'est les fondamentaux. Donc ça inclut le positionnement, l'avatar, la niche, la cible, le machin, le truc. Vraiment les fondamentaux de base. Comme toi, qui est expert en marketing, il y a des petits ajustements à chaque fois, mais finalement tout se repose sur des fondamentaux clairs et maîtrisés. Donc les fondamentaux, j'arrêterai jamais de le dire. Le deuxième, le produit.
la qualité de votre produit et la réelle volonté d'aider les gens. D'ailleurs, notre maxime, notre leitmotiv, et quand tu dis entrepreneurs.com ou leconsultant.fr ou Alec Henry, la première chose qui vient à l'esprit de la plupart des gens, c'est promettre moins, délivrer plus. Ça a toujours été cette volonté d'apporter satisfaction et résultat. C'est hyper important. Votre produit, ça doit être une obsession. Beaucoup de gens mettent 70% de market, 30% de product. Non, 70% de product, 30% de market. Si vous avez un bon produit, c'est votre produit qui fera le marketing. Donc le produit. Et le dernier point, le mindset. L'état d'esprit de l'individu, sa détermination, sa volonté, son envie. Tu sais, je vais te donner une statistique réelle. On a eu des milliers de clients payants. Sur ces milliers de clients payants, ils ont eu tous les mêmes ressources, tous les mêmes informations, tous les mêmes coachings. Ils ont payé tous le même prix. Il y a peut-être 5% de ces clients qui ont réussi. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est nous qui sommes au point mauvais que 95% des gens n'arrivent pas à avoir des résultats? Ou c'est les 5% autres qui ont vraiment appliqué, qui se sont vraiment donné les moyens et qui ont vraiment eu l'intelligence, la présence d'esprit, la perspicacité. Ça veut dire que pour soutenir des entrepreneurs ou dans les formations avec les jeunes qui veulent se lancer, etc., il manque peut-être dans notre société, et ça rejoint un peu ce que je disais, il y a tellement de formations sur les outils, mais le mindset, peut-être, il manque quelque chose là-dessus. Il manque de l'accompagnement réel. Il manque du vrai suivi. Et c'est ça. Et tu sais, le mindset, il se retranscrit dans deux choses. Et là, on réfléchissait beaucoup sur entrepreneurs.com parce que pendant 1 an et demi, moi, j'ai complètement arrêté de vendre des formations. Plus d'1 an et demi. Complet. Arrêt total pour les débutants. Les avancés, j'ai continué à le faire parce que je suis stimulé. Puis ils ont déjà fait leurs preuves au niveau mindset. Ils ont déjà des résultats. Mais débutants, on a complètement arrêté. C'est-à-dire qu'on faisait plusieurs centaines de milliers d'euros par mois de chiffre d'affaires sur ça. Du jour au lendemain, j'ai coupé le robinet. C'était rentable, très profitable. Coupé. Pourquoi? Parce que j'étais plus aligné sur ça et la façon de faire, etc. Et là, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois même, qu'on réfléchit avec 4 personnes en interne de l'équipe à la relance qui va arriver incessamment sous peu, là, dans quelques jours au moment où on enregistre cet épisode, où déjà on veut rendre ça extrêmement accessible, où avant on vendait des formations... Tu parles de formation, nouvelle formation. Voilà, où on vendait des formations à 2000 €, là on va vendre ça à 67 € par mois, tu vois, donc même 47 € par mois au lancement, très accessible. Mais surtout, on a rajouté 2 choses. La première, c'est l'accompagnement. On ne veut jamais que l'entrepreneur soit seul. Et la deuxième, c'est la communauté. Il faut qu'il soit entouré par des pairs comme lui, qui galèrent comme lui, pour qu'il se rende compte que comme lui, c'est la merde. Et que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Les résultats tombent pas du ciel. Et ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment le mettre en lumière, ça. Et je te comprends à 100% quand tu dis qu'on voit des promesses à tout... Tu vois. Mais moi, je fais la corrélation avec la formation, avec tous ces coachs privés de fitness, par exemple. On voit qu'il y a tellement de promesses, mais comme tu dis, souvent, les programmes qui fonctionnent, c'est parce que justement, il y a le coach qui suit. C'est ça. Te suit tout le temps, quoi. C'est ça. Donc, ok, ça c'est vraiment, vraiment intéressant, quoi. Mais pour revenir à ce marché, c'est un vrai marché, la formation. Est-ce que ça continue à marcher autant que par le passé, les formations en ligne, ou est-ce que tu vois qu'il y a une réduction? Non, ça marche. Ça marche. Plus encore qu'avant. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une tendance qui, à mon avis, est extrêmement saine. On avait parlé un petit peu quand j'étais sur ton podcast. C'est comment est-ce que tu as acquis toutes ces compétences-là à travers des mini-formation online, à travers ta curiosité, à travers des écoles? Comment tu as... Moi, je suis un cancre. Tu vois, je suis un débile vraiment à la base. C'est-à-dire que vraiment mes profs me disaient dans l'agenda que j'étais turbulent, que je me sapais tout seul, que j'étais un âne, que je réussirais à rien dans ma vie. Et pour qu'on ait le tout, la cerise sur le gâteau, ma mère me disait plus ou moins pareil. Du coup, si tu veux, je suis resté dans ce schéma et je me suis dit ok, je vais rester là-dedans. Et moi, je suis pas un grand lecteur. J'ai pas suivi de conférences spécifiques, de formations spécifiques, de coaching non plus. Je suis juste un mec de terrain. Et je suis tellement déterminé dans la mise en application et l'action qu'au bout d'un moment, ça va marcher. Donc c'est vraiment ça qui fait que j'ai acquis ces compétences, c'est le passage à l'action. Pour donner un ordre d'idée, j'ai jamais suivi un coaching, une formation, un truc pour coacher ou accompagner les gens. En revanche, ce que j'ai fait, c'est que pendant 3 ans et demi, 3 soirs par semaine, je coachais pendant 2 à 5 heures en live sans pause entre 30 et 80 entrepreneurs connectés simultanément sur un Zoom où j'étais le seul à parler et eux, il y avait leurs questions qui défilaient ou des fois je leur donnais le micro et je répondais toutes les 5 à 15 minutes à leurs problématiques. Du coup, ça nécessite de créer une élasticité intellectuelle qui est telle qu'au final, ça devient un mécanisme, un automatisme. Pareil pour les entrepreneurs intermédiaires, pareil pour les entrepreneurs avancés. Et c'est comme ça que j'ai appris en fait, sur le terrain. Ouais, c'est marrant. Moi qui ai aussi enseigné 12 ans de marketing, quand 3 fois par semaine tu es face à des personnes à parler, tu apprends à travers
l'enseignement, quoi, vraiment. C'est ça. Comment est-ce que tu vois aussi l'avancée, on parlait de difformation, etc., mais comment est-ce que tu vois maintenant l'arrivée de nouvelles technologies, hein, on parle de ChatGPT, GPT, etc., on parle d'AI qui commence vraiment à se développer. Comment est-ce que tu vois... d'une manière générale, quelle est ta vision par rapport à ça? Est-ce que ça risque d'aller trop loin? Est-ce que ça va jamais trop loin? Est-ce que... Je voudrais avoir ton regard là-dessus. Je sais que c'est une question très ouverte, hein, mais... Ouais, comme tu dis, c'est une question ouverte parce que personne n'a vraiment assez de recul pour pouvoir s'exprimer de manière très, très, très pertinente là-dessus. Mais moi, je trouve que c'est génial. C'est absolument génial parce que ça met encore plus en exergue le fait qu'on n'a plus forcément besoin d'informations aujourd'hui. L'information est accessible. Toi, tu demandes n'importe quoi à ChatGPT et il te répondra bien mieux que Google et bien mieux que certaines formations. Par contre, on a besoin de volonté. On a besoin de déterminisme, on a besoin de capacité de raisonnement. C'est-à-dire que le même outil, ChatGPT, va pour un individu lui servir à rien. Il va se dire, mais à part lui demander quelle est la météo ici, et pour l'autre, ça va lui rapporter potentiellement des millions d'euros. Qu'est-ce qui différencie l'un de l'autre? C'est le même outil. C'est sa perspicacité, sa réflexion, sa capacité à en tirer profit. C'est pareil pour les formations, tu vois. Et ça va être un outil d'aide à la réflexion, à la décision et à la création énorme. Je te donne un exemple concret, toi qui es dans le marketing. Je discutais récemment, lorsque j'étais en voyage en Géorgie, un mec qui a une agence marketing en Géorgie, qui a des gros clients aux États-Unis, et il a un de ses clients qui lui a demandé de refaire toutes ses pages de vente et tout son copywriting de ses pages de vente, une vingtaine d'un coup. Ça lui aurait pris normalement 30 jours à 10 copywriters. Là, il est allé un week-end tranquille dans son petit chalet en Ouagoudawri en Géorgie, parler avec ChatGPT, avec un stagiaire. Ils ont fait toutes les pages de vente, tous les copies. Il lui a envoyé ça le lundi parce que c'était urgent. Le client l'a appelé, il lui a dit « Mais c'est quoi ce délire ? Quel copywriter tu m'as mis ici ? C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. » C'était ChatGPT. Alors, il lui a pas dit que c'était ChatGPT. Non, je pense bien. Mais, et du coup, il a eu quand même la nécessité, le besoin d'ajuster pas mal de choses, de relire, de réadapter, de poser des questions plus pertinentes à ChatGPT. Mais ce que je veux dire par ici, c'est qu'on est à ChatGPT 3, 3.5 peut-être maintenant en ce moment où on vous parle. Le 4 arrive et il est 1 million de fois plus puissant que le 3. Et quand en plus ça sera ouvert à Internet, on sera dans des sphères absolument folles. Et je te parle uniquement de ChatGPT ici. Mais je te parle pas des centaines d'autres applications, d'autres IA plus développées, différentes, sur un axe différent. Donc il y aura peut-être je pense que ça existe déjà, mais il y aura un nouveau métier qui va se créer, ça va être un traducteur de technologie, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de comprendre comment, logiquement, grâce à ces outils-là, comment appliquer ces outils-là, les utiliser pour développer ton business. C'est un traducteur de technologie quasiment, quoi. Ça existe déjà. Avant d'entrer dans la pièce, je venais de recevoir un Loom, je te montrerai, je te le partagerai si tu veux, d'un mec qui est expert en IA, enfin expert, c'est grandir parce que c'est très récent, mais en tout cas il se vend comme tel, et son Loom explique pendant 18 minutes comment pour des entrepreneurs indépendants, freelance, coach, consultants, etc., ou des business physiques, utiliser l'IA au service de son business et remplacer parfois 5, 10, 15, 20 collaborateurs, être plus efficace et plus rapide et surtout moins cher. Et ça c'est une réalité aujourd'hui, ça existe déjà et je me fais solliciter plusieurs fois par semaine par des personnes comme ça qui veulent se mettre en lumière. Mais tu te rends compte, tu nous expliques ça, etc. Et moi qui, par exemple, enseigné pendant 12 ans au brevet fédéral en Suisse pour le marketing, tu sais que les formations, elles n'ont pas changé. Ces formations gouvernementales, on va dire, tragique. Elles n'ont pas changé. Ils parlent encore de Cotler et Dubois. Tu vois ce que je veux dire. Donc c'est fou. Et c'est pour ça que je voulais avoir ton point de vue. Parce que moi, je vois une vitesse, je vois des vitesses différentes, tu vois. Par exemple, le développement technologique, tous ces jeunes dont tu fais partie, qui adoptent tout ça très tôt et qui arrivent tout de suite à comprendre comment convertir ça. Et ensuite, tu as le système de gouvernement, par exemple, qui est tellement lent, qui comprend beaucoup trop tard, et ça crée vraiment une société à deux shifts, deux vitesses différentes. Complètement. Tu sais, j'ai eu l'opportunité à plusieurs reprises d'avoir des clients en consulting qui étaient aussi des boîtes cotées. Mais j'en veux plus. Je suis devenu fou. Pour moi, c'est pareil. C'est le même système. Parce que tu as Jean-Eudes, Théodore, Mathias, Mathieu, Benoît qui doivent valider le truc, machin. Tu dis un truc, une idée, ça peut être game changer, c'est fou, ça va leur faire économiser des millions. Ça prend 6 mois à être appliqué. Comment tu veux avancer comme ça? Je trouve que c'est pareil dans notre société et c'est dommage. Et c'est pas de leur faute. Tu vois, c'est pas de leur faute finalement, c'est le système qui est comme ça, c'est le système hiérarchique de décision qui est comme ça. Et de l'autre côté, je vois des petits mecs, comme tu dis, de 18, 19, 20, 21. Tu vois, moi maintenant j'ai 27 ans, bon, je suis pas vieux, tu vois, je suis encore très jeune et puis j'ai ma vie devant moi, il y a encore plein de choses et en toute humilité, j'ai encore rien fait par rapport à mes ambitions. Mais t'as des mecs qui ont 17, 18, 19 ans, ils sont même pas majeurs.
Ils sont même pas majeurs, ils ont déjà fait des centaines de milliers d'euros, des millions en l'espace de quelques semaines ou quelques mois, grâce aujourd'hui à ces cartes qui sont redistribuées, et c'est fou. Ouais. Comment tu vois ton avenir? C'est de nouveau une question pas évidente à répondre. Tu le vois comment dans 10 ans? On va demander à ChatGPT. Peut-être qu'il a la réponse. Non, écoute. Toi, tu parlais, j'ai même pas faire un dixième de mes ambitions. Quelles sont tes ambitions? Si celles que tu veux partager, bien entendu. Quoi. Ouais, tout à fait. Bah, là, actuellement, dans ma configuration actuelle, je veux faire plus de la même chose. Ouais. C'est-à-dire que pendant un certain temps, je me suis cherché, je me suis trouvé, par exemple, j'ai fait des erreurs du type être trop dispersé. Tu vois, être trop dispersé, puis du coup pas assez focus sur vraiment ce qui compte pour toi. Et ce qui compte pour moi, par exemple, c'est entrepreneurs.com, c'est avoir cet impact, c'est aussi continuer à développer mon personal branding pour véhiculer un message qui est important. Enfin, tu vois, je veux dire, et je dis ça vraiment en toute humilité, mais pour beaucoup de jeunes qui étaient comme moi, des cancres à l'école, pas à leur place, un peu l'élève qu'on va savater dans la cour de récré, qu'on va saper pour les profs, etc., qui se sent pas à sa place. Puis après, du coup, quand j'étais à l'usine et autres, moi, tu sais, tous les matins, je me souviens, je me levais à 5h45, je prenais le train à 6h11, j'arrivais à 7h pour badger. Tous les matins, je me demandais si c'était ce jour que j'avais le courage de me jeter sous le train, quoi. J'en pouvais plus, j'en avais marre d'en avoir marre. Et je sais qu'il y a énormément de gens dans notre société, jeunes ou moins jeunes, qui sont dans ce cas-là, et je veux être un message d'espoir pour eux et leur dire les gars, les filles, aujourd'hui tout est possible à celui qui se donne les moyens, encore plus au 21e siècle. On est dans une ère où celui qui vraiment en a l'envie et s'en donne les capacités peut le faire, encore plus avec ChatGPT, encore plus avec tout ça. Donc je veux continuer à véhiculer ce message. Et tu le fais, voilà. Et je crois que tu le fais. Moi je vois ce que tu fais, tu donnes ce message d'espoir. Maintenant, moi je veux pas paraître pour le vieux con que je suis certainement déjà, malheureusement. Mais on a tellement de messages d'espoir et que tout est possible. Mais tu as précisé quelque chose de très important dans ce que tu as dit, c'est si tu t'en donnes les moyens. Bah c'est ça. Et parfois, j'ai l'impression que notre société, qui est devenue une société d'entrepreneurs, parce qu'avant c'était une obligation, on n'avait pas le choix de devenir entrepreneur parce qu'on loupait tout. Aujourd'hui, c'est un choix d'être entrepreneur. C'est quand même une énorme différence. Que tout le monde se dit c'est possible, c'est pas facile, mais c'est possible, etc. Oui, c'est possible, mais c'est important, et je pense que toutes tes heures, tes nuits, t'es passé à bosser avec tes colocs, jour et nuit, etc. Il ne faut pas sous-estimer le volume de travail. Je crois que c'est aussi un message important. Tu dis notre société aujourd'hui est devenue une société d'entrepreneurs. Pour moi, notre société est devenue une société de feignasses. C'est-à-dire que tout est fait pour ça. Tu t'as faim, Uber Eats. Tu veux un chauffeur, Uber. Tu veux pas laver tes caleçons, vas-y, t'as une application. Tu veux un truc, Amazon. Spécialement à Dubaï. Spécialement à Dubaï, encore plus. Mais encore, je pense que c'est différent parce que c'est fait pour, si tu veux, parce que t'es occupé. Enfin, moi, je l'utilise comme ça, parce que t'es busy, t'es occupé. Et encore, il y a d'autres solutions. Ou un autre cas concret, le nombre de gens, ceux qui nous écoutent, faites cet exercice. Allez dans votre téléphone, si vous avez un iPhone ou un Samsung, peu importe. Vous tapez votre temps d'écran, vous regardez votre temps d'écran. Combien de temps vous passez par jour sur TikTok, Insta, YouTube, Facebook, ces conneries comme ça, pour consommer du contenu. Arrêtez d'être un consommateur, soyez un producteur. Et c'est là que tu vas pouvoir changer ta vie et faire les choses. Et la réalité, c'est que pourquoi il y a des gens qui expriment leur, leur suspicion à l'égard de oui, il est possible aujourd'hui de réussir, etc. C'est parce qu'il est beaucoup plus simple de justifier son échec que de se trouver réellement les problématiques qui font qu'on n'a pas réussi et de se remettre en question. Et donc la façon la plus simple d'exprimer cette frustration de manière plutôt élégante, c'est de se dire c'est pas possible, cet homme ment. C'est impossible. Et moi, tu sais, j'ai déjà eu des gens où je mettais en exergue un résultat, un truc, je leur montrais les relevés bancaires, je leur montrais les relevés Stripe, je leur montrais la stratégie, je leur montrais les trucs, je leur montrais les paiements même. Ils arrivaient à dire non, c'est un montage, c'est pas possible. Après, je leur disais, ok, je vais faire une vidéo, je vais actualiser la page. Ouais, mais non, mais il y a sûrement des trucs que tu nous... Non, mais j'ai arrêté, tu vois. J'ai arrêté d'essayer de me justifier. Quel est le challenge? Parce que, tu vois, moi qui suis également dans le marketing et qui fait beaucoup de stratégies de communication pour les clients, pour mes clients, etc., il y a un mot qui sort de plus en plus, c'est l'authenticité dans la com. Quel est le challenge que tu vois dans le challenge des entrepreneurs qui doivent se mettre en avant, comme tu dis, qui doivent, au lieu de consommer l'information, donner l'information, documenter vos journées, montrer ce que vous faites, etc. Et il y a souvent une perception que c'est fake. Tu vois, qu'il y a du play, qu'il y a du overplay, que c'est pas vraiment authentique. Est-ce
est-ce que je suis le seul à percevoir ça? Est-ce que tu perçois aussi parfois ça? Et pourquoi? Et comment contrer ce piège-là? Ouais. Tu fais bien de poser cette question, parce que tu n'es pas le seul à le percevoir. Je le perçois aussi, et je l'ai été. Ouais. C'est-à-dire que moi, ça m'a coûté cher, et c'est pour ça que pendant environ aussi 1 an et demi, 2 ans, j'ai complètement coupé les réseaux sociaux, en tout cas pendant une bonne année. J'étais arrivé à une phase en fait où déjà les gens me percevaient comme je n'étais pas. Ils me percevaient comme étant vraiment un robot inhumain, uniquement data-driven, qui ne pensait qu'aux résultats, qu'aux chiffres. Alors que moi, enfin maintenant tu me connais plus, tu vois, je suis chill. Ouais, je bosse beaucoup. Oui, parce que c'est nécessaire, c'est la réalité. Je ne vais pas dire l'inverse. Mais je passe du temps avec mes amis, je passe du temps avec ma famille, je passe du temps avec ma copine, je passe du temps. Je kiffe ce que je fais, je fais du sport, je fais des trucs. Voilà, tu vois. Et je mets du fun dans tout ce que je fais constamment. Et je véhiculais pas du tout cette image, tu vois, parce que je suivais une trame éditoriale, des scripts marketing, des trucs, et on était vraiment en mode hustle, il faut y aller, il faut charbonner, etc. Ça m'a coûté quand même cher, parce que c'est dur d'accepter le fait que des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes, on avait un gros taux d'exposition, on en a encore un gros aujourd'hui, te perçoivent comme tu n'es pas. Tout ça pour vendre un truc, ça finalement. Fait mal. Au fond. Oui, ça fait mal et ça dérange. Et surtout quand après tu rencontres les gens et que, tu sais, j'ai eu des prestats par exemple, ou des collaborateurs, des potes, ils m'ont dit, mais surtout un prestat, je me souviendrai toute ma vie, j'étais avec lui en voiture, on s'arrête à une aire d'autoroute, on devait aller sur un lieu de tournage, c'était un prestat filmmaking, et il me dit, tu sais Alec, t'as pas besoin de faire semblant d'être un mec cool, hein, tu peux être comme tu es avec moi. Je dis, comment ça? Il me dit, bah ouais, tu me proposes un café, un croissant, t'es super sympa, tu parles et tout, tu peux être comme tu es, t'as pas besoin de faire semblant, tu sais, c'est ok. Je lui dis, non mais c'est moi, qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, en fait, là ça m'a donné un déclic, tu vois, je me suis dit, waouh, c'est tellement ancré dans l'esprit des gens que je suis en fait un gros connard limite. Donc t'as voulu, le seul moyen d'eraser ou de modifier ton image, c'est de sortir de ça à un moment. J'ai cuté pour cette raison, et j'ai cuté aussi pour une autre raison, c'est que malheureusement les gens aiment le show-off. Aime voir, tu vois, et c'est ce qui vend aussi. Et j'étais arrivé à une phase de ma vie où j'allais à un endroit pour pouvoir rentrer en hélico parce que ça faisait une jolie story. J'allais dans un magasin où je choisissais un dessert, non pas parce que je l'aime, mais parce qu'il faisait stylé sur une story ou sur un contenu. Je prenais un chauffeur de telle catégorie plutôt que celle-ci, tu vois, juste pour ça. Et c'était pas bon. Mais show-off, je suis sûr que tu as encore des commentaires sur le fait que tu es un show-off. Parce que du moment que tu te mets en avant régulièrement, souvent il y a une perception comme ça, non? Beaucoup moins. Beaucoup moins, parce que si tu veux, maintenant j'ai tellement justifié la réussite que j'ai que c'est normal et ça serait à la limite incohérent de ne pas montrer autre chose que ce que je montre. Et c'est quand même très mesuré. Mais j'en étais vraiment arrivé à un point, tu sais, où j'arrêtais de partager ce que je vivais, mais je vivais pour partager. C'est vrai, et ça, c'est grave. Mais ça, c'est la réalité quand même de beaucoup de gens, malheureusement. Hein. Et le pire, c'est que moi, encore, ça va, je monétisais très bien la chose. Je gagnais très bien ma vie grâce à ça. Mais la plupart des gens le font sans rien gagner. Ça leur coûte de l'argent. Donc, t'as fait quoi? Donc, tu t'es coupé des réseaux sociaux pendant 1 année, 2 ans? C'est ça, un an. Mais t'as fait un travail sur toi-même pour te retrouver toi ou Ouais, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi, tu sais, des fois, tu coupes tout, tu réfléchis, simplement, et tu te dis, qu'est-ce qui a du sens dans ma vie? C'est quoi? Qu'est-ce qui est important, finalement? Ton rythme de vie, je sais, je te connais un peu, tu es quelqu'un de discipliné, mais est-ce que tu as... Tes journées sont vraiment rythmées par l'organisation, ou est-ce que tu te laisses aussi un peu de place pour les rêveries, pour toi, pour ce qui est inattendu? Je sais pas. Comment tu organises tes journées? Alors, c'est particulier la réponse. Parce que ce matin, je sais que tu t'es levé à 4h45. C'est d'où ma question. Ouais, naturellement, tu vois, j'avais pas de réveil. Je devais me lever vers 6h. Je me lève à 4h45, je suis en pleine forme, je vais démarrer ma journée, tu vois. Donc, j'ai de la place pour l'imprévu et les rêveries à partir du moment où c'est dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines ou dans 3 semaines. D'accord. Non, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que en semaine, effectivement, c'est millimétré. Je sais que de 7h jusqu'à 21h, c'est millimétré. J'ai mes meetings, j'ai mes rendez-vous, j'ai mes habitudes, j'ai mon sport, j'ai mes trucs. Voilà, ça ne veut pas dire que je ne vais pas pouvoir faire autre chose que travailler, mais c'est millimétré. Donc des gens qui me disent « Hey, salut, je suis à Dubaï, ça te dit on se voit dans 2 jours ?» Non, on a le lien de Calendly. C'est ça, le lien Calendly, c'est ça. Ou hier, j'ai quelqu'un qui m'écrit « Hey, ce soir, dispo, un resto ?» Bah non, je ne suis pas dispo, je suis déjà booké. Donc c'est comme ça, c'est, je pense, nécessaire. Et il y a plus de upside que de downside, selon moi. Quand je vois justement la cause et la raison de la plupart de l'échec ou de l'incapacité de casser des plafonds de verre pour les entrepreneurs que j'accompagne, c'est qu'ils n'anticipent pas, ils ne sont pas organisés, ils n'ont pas de visibilité, ils n'ont pas de plan, tu vois.
Donc, je peux pas dire des choses que j'applique pas. Ça, dans tes formations, tu donnes? Oui. Ouais. Complètement. Donc, de la méthodologie, comment travailler, pas seulement des business plans, etc. Comment tu méthodologie dois bosser, concrète de ce que tu dois faire, pourquoi tu dois le faire, quand tu dois Quels le faire, outils comment tu dois le utiliser. faire. Exactement. Ouais. C'est ce qui donne du résultat. En Ouais. fait, nous, on n'est pas là pour expliquer du mindset ou des trucs. Non, on est vraiment dans le contenu macro et le contenu micro Ah, c'est d'application. intéressant. Ok. Donc, en fait, tu éduques les entrepreneurs à vivre une vie d'entrepreneur avec toutes les conséquences. Ok. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et le prix à payer. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Quels sont les conseils, tu vois, comme tu l'as dit, tu es aux prémices de ta carrière, mais si aujourd'hui tu devais avoir face à toi des gens qui ont 16-17 ans et puis qui veulent se lancer, si, vraiment, je demande souvent cette question, quels sont les 3 conseils principaux que tu donnerais aux gens qui sont indispensables selon toi? Le premier conseil, je leur dirais qu'il ne faut pas attendre le bon moment pour se lancer. Il n'y aura jamais de bon moment, il n'y aura jamais de meilleur moment. Et surtout qu'ils ont une chance énorme de se lancer maintenant. C'est-à-dire que tu n'as aucun risque quand tu te lances au début. Tu vois, moi, je vois des fois, j'ai des gens, ils sont plus âgés, des mamans avec des enfants, des pères qui ont une famille à nourrir, des responsabilités. Là, c'est quand même, faut réfléchir, tu vois, avant de tout quitter. Mais quand tu es jeune, meilleur moment. Deuxième conseil, c'est de ne pas vouloir aller trop vite et de ne pas se comparer aux autres. La plupart des entrepreneurs qui, justement, sont soumis au syndrome de l'imposteur, au syndrome de l'objet brillant. Le syndrome de l'imposteur, c'est « Oh, je suis pas assez, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, machin, machin ». Syndrome de l'objet brillant, c'est « Et si j'allais plutôt faire ça plutôt que ça ? Oh, lui, il a ses résultats, c'est mieux, machin, je devrais faire ça ». C'est parce qu'ils veulent aller trop vite, ils se comparent aux autres. Et le troisième conseil, c'est les fondamentaux, les bases, maîtriser les bases. C'est quoi le business ? C'est répondre à un besoin, à une douleur, à une frustration ou pas. Au plus c'est douloureux, au plus c'est urgent, au plus vous allez pouvoir vendre cher et vite. S'adresser donc à la bonne personne, de la bonne façon, au bon moment et avec la bonne offre. Tu vois, se concentrer sur le bon support de communication, pas besoin d'être partout, juste au bon endroit. Faire les choses correctement. Un seul produit peut faire toute la différence. En fait, la plupart des gens ne comprennent pas qu'on est à une seule offre de devenir millionnaire et d'atteindre tous nos objectifs. Une seule offre, tu vois. On est aussi à une seule offre d'être complètement broke et de ne pas réussir à exploser. Du coup, là, il faut trouver un juste milieu et réussir à identifier quand est-ce que tu es dans la phase où tu persévères et quand est-ce que tu es dans la phase où tu t'obstines et que tu dois pivoter pour pouvoir améliorer, changer, ajuster, etc. Et donc avoir ton product market fit, ton proof of concept et puis pouvoir avancer. Mais voilà, c'est vraiment ces 3 conseils. Il n'y a pas de meilleur moment. C'est ne pas vouloir aller trop vite, ne pas se comparer aux autres et se baser sur les fondamentaux. Merci Alec. Avec plaisir.